présentation, nous allons sauter par-dessus le XVIIe siècle pour accueillir Gerald Gruber. 18e. Oui, tout à fait, on passe du 16e au 18e en sautant par-dessus le 17e. Gerald Gruber qui enseigne à la Technische Universität de Berlin, qui enseigne la littérature et qui mène notamment des travaux sur le concept de fiction, généralement à la croisée entre la littérature et singulièrement la poésie et les sciences formelles, et qui va nous livrer une analyse d'un moment très singulier, d'une des naissances de la modernité, à travers les interprétations et la découverte qui ont été faites du mythe des poèmes d'Ossian. Le PowerPoint, oui, porte simplement le nom. Voilà. Donc c'est pas forcément le paysage qu'on associerait à la modernité, mais je vais éteindre la lumière. C'est plus important après lorsqu'on voit le... Oui, et bien j'irai éteindre à l'avant. D'accord. Je vous remercie et je remercie évidemment les organisateurs du colloque pour m'avoir invité à participer à cette réunion. Et d'autant plus, et il faut le dire dès maintenant, qu'il faut vraiment, pour ma part, compter sur votre patience parce que les textes sur lesquels je veux parler, il faut dire qu'il n'y a probablement pas dans toute l'histoire littéraire de disproportion plus grande entre l'impact passé que ces textes peuvent avoir eu et leur infortune, si on peut dire, actuelle. Et c'est vraiment ce qui les caractérise, et il est important de comprendre combien cette disproportion fait partie de mon argument. Et on peut dire en effet que cette grande disproportion résulte du fait que ces textes se sont imposés absolument en quelque sorte. Notre manière de sentir et de voir se meut au-dedans de ces textes, et c'est pour cette raison-là qu'ils sont pour nous en quelque sorte dépourvus d'intérêt. Et pour reprendre une expression locale, je dirais que ces textes, nous étions phagocytés par ces textes eux-mêmes, et on va voir de quelle façon ça a pu arriver. Le sujet de mon est de retracer la voie très oblique et paradoxale qu'a pu emprunter l'avènement d'une pensée et d'une pratique moderne de la littérature et les arts en Allemagne. Paradoxal parce que l'élément propre de l'élaboration de cette modernité en art a été, il est vrai, un véritable événement de l'histoire littéraire de l'Europe, mais en même temps, et tout de suite, a été dénoncé comme une énorme falsification. La constellation polémique que je veux esquisser est celle d'une naissance impure et opérée en pleine conscience de la tromperie qu'elle peut recéler. Il s'agit de la publication en Écosse dès 1760 et 1761. Voilà, j'avance un peu. Des textes de James Macpherson, des fragments retrouvés d'un présumé chantre celte du IIIe siècle de notre ère, avant même ou au moment même de l'introduction du christianisme dans ces parties très reculées au nord de l'Europe, l'Écosse. Voici donc Ossian, fils de Fingal, nom autour desquels se cristallise, en quelque sorte, l'un des plus puissants mouvements littéraires et culturels du XVIIIe et XIXe siècle. Il s'agira moins de suivre leur influence sur telle ou telle œuvre que de retracer ce que les textes ossianiques ont permis de penser et d'inaugurer au sujet de l'art en général et plus particulièrement de la peinture. Je commencerai avec une présentation de Herder, qui est le plus important philosophe et théoricien de l'art lié au mouvement ossianique. L'impact de ces textes a été énorme, et de tous les pays de l'Europe, c'est probablement en Allemagne
que leur influence a été le plus profondément ressentie et le plus systématiquement important. Ce simple constat implique déjà la question à laquelle mon intervention aimerait apporter quelques notions de réponse. Comment la production de prétendus textes celtes du IIIe siècle, tout de suite mise en doute quant à leur authenticité, a-t-elle pu susciter en Allemagne une si profonde réflexion sur l'art et la littérature? Il faut en conclure alors que ce qui s'annonçait sous le nom d'Ossian, premièrement, a dû répondre à un besoin profond de l'époque, et deuxièmement, servait de médium à une réflexion qui dépasse de loin la fiction celte et nous concerne en effet encore aujourd'hui. On peut dire que la fiction d'Ossian sert comme une sorte d'onde porteuse sur laquelle on module une information qui est en quelque sorte indépendante de ce que les textes d'Ossian disent. Avec Herder, je dirais que le nom d'Ossian fonctionne comme un masque qui cache les véritables enjeux de ce qui s'avérait être un changement d'époque en art et en littérature. Ossian devint la devise, le cri de ralliement des nouvelles tendances artistiques naissantes au milieu du XVIIIe siècle. Je viens à mon premier point. La publication des textes d'Ossian par James Macpherson eut lieu entre 1760 et 1765. Comme c'était le cas en Italie et en France, les premières traductions parurent très vite en Allemagne. En 64, 2 ans après leur publication en langue anglaise, la première traduction complète de Fingal apparaît à Hambourg. Comme le texte de Macpherson lui-même, c'est une traduction en prose. La traduction pourtant, qui eut un très grand impact, est celle d'un père jésuite de Vienne, Michael Dennis, en 3 tomes. Elle date de 68 et, fait capital, qui détermine tout le débat en Allemagne, elle est faite en hexamètre homérique. Ce père jésuite prend alors la prose de Macpherson pour en faire un énorme poème épique en vers classiques. Ce choix du maître classique n'est évidemment pas fortuit, mais implique des conséquences esthétiques et aussi politiques considérables. C'est la naissance d'une idée d'un Homère du Nord, formule d'ailleurs qui provient de Madame de Staël, et formule autour de laquelle une grande partie du débat allemand se meut. Ossian est considéré comme le grand poète épique d'un âge d'or qui n'est ni grec ni latin, mais autochtone. Il aurait eu lieu dans les parties le plus au nord de l'Europe, si séparé du commerce du monde moderne que cette antiquité autochtone et ses productions poétiques s'y seraient conservées par tradition orale jusqu'à nos jours. Il est remarquable que le texte a fait en Allemagne l'objet d'une suite presque ininterrompue de traductions qui s'étend bien jusqu'au milieu du XIXe siècle, avec une apogée à peu près vers les années 1810, qui comprend une vingtaine de traductions complètes. Avec ces traductions, la renommée du nom d'Ossian est à son zénith. Il est considéré l'égal d'Homère et ensuite de Shakespeare, et nul ne doute que sa découverte fait date dans l'histoire de la littérature mondiale. Ossian fait époque dans l'histoire littéraire allemande parce qu'on peut dire que ses poèmes jouent un rôle décisif dans la genèse de 2 mouvements littéraires importants, que sont le Sturm und Drang ainsi que le romantisme. Ces 2 mouvements n'auraient probablement pas vu le jour, ou très différemment, sans l'impact tant poétique qu'intellectuel qu'eurent ces textes. Il devient clair alors, avec cette description très sommaire, qu'Ossian ne fonctionnait plus comme un simple texte donné à l'appréciation littéraire. Ossian devient un discours au sens que Michel Foucault donnait à ce mot, un ensemble d'idées et de pratiques qui permettent de constituer non seulement ce qu'est l'objet littéraire, mais de comprendre et de fixer l'homme et le monde qu'il habite, sa manière de penser et de sentir. Le discours d'Ossian devient si puissant et effectif que même la question de l'authenticité de ces textes ne devient qu'un aspect, entre autres, de leur réception et ne saurait entraver leur diffusion. L'intervention principale de Herder
est un essai qui porte justement le titre « Homère et Ossian », publié en 1795 dans le journal de Friedrich Schiller, Die Horn. Herder s'attaque donc à cette question centrale du rapport entre notre monde et celui de l'Antiquité classique, question qui péremptoirement a été posée par la décision du père jésuite de donner à Ossian l'hexamètre comme sa forme appropriée. Cette question peut également être considérée comme une reprise redoublée parce qu'elle transcende largement le champ de la littérature, donc reprise redoublée de la querelle des anciens et des modernes. Vu sous ce biais, les représentants du mouvement ossianique en Allemagne sont résolument du côté des modernes. Il s'agit, contre le canon classique, de revendiquer la modernité. C'est là le véritable enjeu de leurs interventions. Herder conçoit très clairement de quelle façon Ossian transcende la réalité d'un auteur et devient un discours. Il dit qu'il s'agit là d'auteurs dont l'œuvre ne s'achève pas avec leur mort. Au contraire, cette œuvre, sa productivité s'accroisse. Il dit « toute la postérité collabore à la grande école du maître ». Fin de la citation. Il pose la question de l'authenticité de manière plus subtile et ne se contente pas de savoir si les textes sont faux ou non. Ossian, comme fondateur d'un discours, comprend en effet toute une série d'auteurs, parfois sans nom, qui écrivent ce que devient cette œuvre. Herder, très justement, compare la fonction d'Ossian à ce qui a été le nom et la tradition de Pythagore dans l'Antiquité grecque. Il n'a aucun problème à accepter les procédés de compilation, de pastiche et de collage, qui étaient probablement ceux de Macpherson, ceux que Macpherson opérait sur un fond réel de ballades en langue gaélique. Essayons donc de comprendre maintenant le besoin et l'intention qui font que ce discours acquiert à l'époque une telle puissance. À commencer par la simple date de leur publication. Qu'est-ce qui se passe autour de 1760 dans la République des lettres en Europe? Quel en est l'événement principal? La réponse est aussi simple et elle mène loin, je crois, dans l'appréciation du phénomène ossianique en Allemagne. Ces années voient la publication du discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, 55, de la lettre à d'Alembert sur les spectacles, 58, de la Nouvelle Héloïse, 61, du contrat social et d'Émile, 62. 5 œuvres majeures de Rousseau. On peut dire qu'en Allemagne, le germe d'Ossian éclot dans un sol rousseauiste. Rappelons seulement quelques-uns de ces thèmes. Appréciation de la belle nature vraie, ouvrant une brèche dans l'implication fatale des hommes dans une société caduque et perverse. Mœurs simples, fuite et raffinement du commerce en société. Nouveau goût pour la solitude, culte du vivant, de l'amitié, du sentiment. La lecture elle-même comprise, paradoxalement, comme une technique pour se dissocier de la civilisation mondaine. Le mot d'art, tout court, peut acquérir ce sens négatif d'antithèse à la nature. Et le dernier stade de l'abstraction, que représente le système monétaire, aurait son prédécesseur dans l'abstraction du langage et surtout de l'écriture. Un argument d'ailleurs qui est déjà présent chez Macpherson lui-même, dans son édition, sa présumée illusion d'Ossian. Nous voyons cependant tout de suite que ce rejet de l'art est loin d'être simple. La productivité du dispositif Ossian est telle qu'il permet aussi, chez le même auteur et dans un seul et même texte, à affirmer par un autre biais la valeur justement de ces mêmes procédés de langage. C'est quant à cet article d'abstraction que la première appréciation d'Ossian en Allemagne, à savoir comme Homère du Nord, est abandonnée. C'est l'argument principal dans le débat allemand et aussi celui, je crois, qui aura la plus grande portée. Tout l'effort argumentatif de Herder vise maintenant à approfondir l'abîme qui sépare Homère et Ossian, et c'est-à-dire en dernier lieu le modèle classique de l'Antiquité grecque, les modernes que Herder veut que nous devenions. Et c'est ce même argument qui, en dernier lieu, porte sur la dimension plastique et picturale du phénomène Ossian,
Avec cet argument, le champ de l'esthétique propre est touché. Pour opérer une scission définitive entre le monde grec et nous, Herder essaie de dégager deux modes de représentation ou d'apparition des choses et deux régimes visuels qui les soutiennent. Du côté grec, chez Homère, il y aurait pure visibilité, transparence absolue, le caractère explicite de ce qui est dit. Tout objet baigne comme une lumière étincelante et inexorable. Les contours des objets sont clairs, leurs limites et la définition de leurs limites est la tâche principale de l'activité artistique. Chez Ossian, d'après Herder, qui n'est plus regardé maintenant comme une figure lointaine, mais comme notre proche, notre figure fondatrice à nous, chez Ossian, il y a un régime visuel diamétralement opposé. Ce mode d'apparition et le principe de représentation qui lui est associé s'exemplifie paradigmatiquement au niveau de l'histoire dans un phénomène météorologique, c'est la brume. Infiniment plus fréquent que la clarté du soleil et le contour net qu'il confère aux choses, est le milieu confus et ambigu du brouillard, milieu par excellence de la forme, du non défini, et aussi de l'erreur toujours possible qu'une perception subjective. Les figures d'Ossian baignent dans le brouillard, il est leur mode d'apparition caractéristique. Je crois qu'on peut comprendre la brume d'Ossian dans la visée de Herder comme un élément omniprésent, il est vrai, au niveau de l'histoire de ces textes, mais aussi et surtout comme la signature de leur discours. À coup réitéré, Herder essaie de dégager les différentes dimensions de leur technique de représentation, essentiellement anticlassicistes. Rappelons pour cela brièvement quelques éléments puisés dans le texte même d'Ossian pour mieux comprendre l'entreprise de Herder qui consiste à établir Ossian comme le germe d'une nouvelle esthétique. Et voilà trois courts textes que je vous ai copiés et je vais lire seulement quelques lignes pour qu'on ait une impression de ce que c'est. Parce qu'il faut dire que personne ne lise ces textes. Ils sont vraiment absolument inconnus, ils sont devenus inconnus. Et je le lis simplement. I sit by the mossy fountain on the top of the hill of winds. One tree is rustling above me, dark waves roll over the heath. The lake is troubled below. The deer descend from the hill. No hunter at a distance is seen. No whistling cowherd is nigh. It is midday, but all is silent. Sad are my thoughts as I sit alone. Didst thou but appear, O my love, a wanderer on the heath. Deuxième texte. Evening is grey on the hills. The north wind resounds through the woods. White clouds rise in the sky. The trembling snow descends. The river howls afar along its winding course. Sad by a hollow rock, the grey-haired carol sat. Dry fern waves over his head. His seat is an aged birch. Clear to the roaring winds, he lifts his voice of woe. Le troisième. Autumn is stark on the mountains, grey mist rests on the hills. The whirlwind is heard on the heath, dark rolls the river through the narrow plain. A tree stands alone on the hill and marks the grave of Connor. The leaves whirl round with the wind and strew the grave of the dead. At times are seen here the ghosts of the deceased, when the musing hunter alone stalks slowly over the heath. Voilà trois textes en quelque sorte caractéristiques de ce genre de discours et de littérature. Dans le paysage que le texte met en scène, tout dit absence et vide. Le site modèle de leur action, c'est la lande. Sur ces plaines et collines, il n'y a pas beaucoup à voir. Tout ce qui pourrait faire différence est réduit au profit d'objets et d'agents diffus et invisibles. Peu d'arbres, par contre, bruyères omniprésentes et graminées. Graminées ondoyantes à l'infini, rocs gris, mousse, mer et toujours le vent. Ensuite, le brouillard, la lumière ambiguë et trompeuse de la lune. Le vide spatial des landes trouve son pendant dans le fait temporel de la prédominance du passé, des morts et de leurs esprits dans le monde océan. Les émotions les plus intenses sont réservées
à ce qui est enfoui dans la profondeur du temps et par cela même à ce qui est absent. Il y a une couleur dont la prédominance et l'attrait s'expliquent seulement par ce même souci d'indistinction, et c'est le gris. Le gris domine les apparitions de la nature en produisant des aspects unis, plats et homogènes. Brouillard, landes, mer, ciel couvert bas, roc, pluie, neige, surface des lacs au milieu des bruyères. Ce qui est indistinction visuelle a sa correspondance au niveau de l'ouïe. C'est le bruissement de la mer, du vent, des rivières. Le bruissement est le gris de l'oreille. Il engloutit toute articulation qui est celle du langage. Quand il y a parole, elle est souvent frappée de l'incertitude de n'être qu'une illusion de sens trempée par le vent. Le vide et l'indistinction caractérisent en eux-mêmes le mode d'apparition des personnages. C'est là un point principal sur lequel roulera l'argument de Herder. À titre d'exemple, je voudrais tirer votre attention sur l'exemple que voici d'une comparaison vraiment bizarre, mais instructive. Comment la vision est-elle donnée dans ce texte? Donc voici une phrase. I behold my departed friends, their gathering is on Laura, as in the days that are past. Fingal comes like a watery column of mist. His heroes are around. L'apparition du héros est comparée à une aqueuse colonne de brume. Un des premiers traducteurs allemands donne une version littérale, da kommt schon Fingal der wässrigen Säule von Nebel vergleichbar. Mais dans une poétique encore imprégnée de classicisme, cette comparaison est inacceptable ou simplement dépourvue de sens et ne veut rien dire. C'est le cas de Le Tourneur. Voici comment il traduit le passage. Je revois à sa clarté les ombres de mes amis rassemblées sur la colline de Laura. J'y vois Fingal au milieu de ses héros. Le mode indistinct d'apparition est omis, une simple vision est mise à la place, et la résistance de la culture et du goût classique sont telles que la clarté de la scène est inventée par le traducteur. Quels sont alors les principes artistiques à déduire d'un tel texte? Herder est très lucide sur ce point. Ce qui d'abord peut avoir l'air d'un simple élément pittoresque et atmosphérique au niveau de l'histoire est beaucoup plus que cela. Ces éléments exemplifient par leur aspect toute une technique de la représentation. Contrairement à beaucoup de critiques qui se sont fait prendre par le leurre du pittoresque et de leur appareil fantoche celte, Herder a tout de suite compris leur portée technique. C'est pour lui toute une Seh- und Denkart, une manière de voir et de penser qui forme le véritable enjeu de ces textes et qui renferme in nutze une poétique anticlassiciste et moderne. Qu'en est-il de figures toujours à demi perceptibles, frappées du doute de leur existence même, se dégageant peu à peu d'un brouillard et y retournant like a watery column of mist? Cela est compris par Herder comme une technique qui peut faire suggérer au lieu de peindre. Sous l'impact de la représentation océanique, les figures se désintègrent en une suite d'impressions partielles. Leur totalité bien définie fait défaut. Ils sont plutôt peintes comme transitoires, purs passages qui n'ont rien de stable. En des termes plus abstraits, ce qui oppose pour Herder diamétralement la vision grecque et la nôtre, c'est la différence d'une forme subjective et d'une forme objective. Le caractère non stable et ambigu des figures ossianesques serait la conséquence d'une perception purement subjective qui domine le texte. Cette subjectivité est essentiellement nourrie par la sensibilité, Empfindung. La sensibilité est l'agent premier dans la constitution des objets et des événements. Herder dit, je cite, dans Ossian, « Tout prend son départ de la harpe de la sensation, de l'âme du chantre. Tout est différent dans Ossian. Ces figures sont des figures nébuleuses, et elles le doivent être. Le souffle imperceptible de la sensation les a créées, et elles se glissent comme des airs. » Fin de la citation. Plus qu'à une chose en soi,
le discours d'Ossian s'intéresse au mode d'apparition et de constitution d'une chose dans une âme. Herder dit très pertinemment que Ossian, je cite, ne peint pas ses héros comme ils sont, mais comme ils apparaissent, comme ils s'approchent et comme ils disparaissent. Ce mode subjectif de représentation inclut aussi l'oblique et le faux. En mettant la wahrheit, la vérité de la représentation dans la vision grecque, il n'y a pas ici, chez Ossian, de fond objectif des choses, mais seulement le reflet dans une conscience. Finalement, le lecteur est soumis à une sorte d'aveuglement, contrairement à Homère qui nous fait voir tout, où il y a dans Ossian rien ou très peu à voir. Le lecteur ne peut que reconstruire, déduire ce qui se passe, indirectement, à partir de signes ambigus, qui constituent une sorte de cohérence difficile à comprendre. Herder dit, dans Homère, on voit l'action. Dans Ossian, on devine à peine à partir de pas, de signes et des effets. Des poèmes énigmatiquement liés, pleins d'épisodes, le lien interne desquels nous reste parfois difficile à constituer selon le modèle d'un objet sensuel. Fin de la citation. C'est in outre une théorie de la représentation oblique et indirecte. Et c'est encore une fois très proche de la modernité littéraire qui voulait peindre non la chose, mais l'effet qu'elle produit. Jusqu'ici, le relevé de ces techniques de représentation artistique était centré sur la littérature. Mais qu'en est-il de l'art proprement dit, les arts plastiques de la peinture? Pour Herder, la réponse est claire, rien ne se passera. Il dit, chez Homère, toutes les figures sortent comme sous un ciel ouvert et comme dans une lumière claire et sereine. Comme des statues, elles sont là, ou plutôt procèdent-elles en agissant corporelles en toute vérité. De même, toutes ces paraboles et tableaux de la nature participent à cette visibilité totale. Fin de la citation. Le monde homérique serait un monde corporel, Körperwelt, tandis que le monde d'Ossian est un monde de spectre, Geisterwelt. C'est dans ce sens-là que Herder donne une désignation très particulière du genre de peinture contenu dans le texte d'Ossian. Il dit c'est une geistige Schilderei, c'est-à-dire une peinture purement intellectuelle, dont les scènes d'ailleurs ne souffriraient même pas de développement narratif. Herder peut pourtant offrir une interprétation rassurante de ce monde abstrait et irréel. Le manque de corporéité et d'objectivité peut être atténué en disant que Ossian traite plutôt du monde intérieur des sentiments et de la morale. Et par cela même, il est inaccessible à la peinture proprement dite. La peinture spirituelle ne pourrait être à rien pour un peintre réel. La lecture de Herder fait voir comment le jugement le plus aigu et pertinent en matière de langue et de littérature peut rester conventionnel à l'égard du visuel. Car tout en approuvant et en saluant les nouveaux procédés littéraires qui s'apprêtent sous le masque celte d'Ossian, il ne peut en imaginer d'effets visuels et picturaux significatifs. Au niveau de l'image, il reste très classique. La peinture, pour réussir, aurait besoin d'une objectivité dont la statue immobile et stable serait le modèle parfait. Il dit que la peinture intellectuelle que donne Ossian doit nécessairement frustrer le peintre, car elle lui donne si peu à voir et si peu à faire voir. Ces figures seraient trop indistinctes l'une de l'autre. Et il le dit expressément, et mot à mot, à partir d'Ossian, le peintre ne peut puiser que des effets de couleur et le clair-obscur des sentiments. L'impossibilité constatée par Herder deviendra évidemment la voie même de la peinture, car quelques années plus tard seulement, un artiste destiné à devenir célèbre produira cette même peinture dont l'abstraction fera la signature et ce qui le distingue et ce qui fraya le chemin à un art à venir. Le tableau serait presque vide.
ce que nous y verrions, ce seraient 3 bandes ou 3 étages de couleurs, plats, plutôt mornes ou sombres, sans transition ou médiation, ni conduit visuel dans leur espace. Un jaune-gris légèrement triangulaire, du noir et de différents degrés de bleu, sombre et vaporeux, devenant plus clair ensuite, watery columns of mist. Des taches blanches sont parsemées irrégulièrement à travers ces 3 bandes. Une figure noire commence à peu près verticalement, dont le gris se prolonge au noir et s'y fond presque. Vous voyez qu'il n'y a ni mouvement, ni narration, ni profondeur dans ces couleurs en étage. Il ne serait pas absurde de donner une telle description formelle des surfaces dont le tableau en question est constitué, et qui est narrativisé seulement à partir de son titre, Moine au bord de la mer. Goethe ne s'y trompait pas quand il s'écria fâché, juste après avoir vu ce tableau, que les peintures de Friedrich pourraient tout aussi bien se regarder à l'envers. Voici ce qu'il disait. C'est vraiment intéressant. Ça jette une lumière quand même inhabituée sur Goethe. Il dit ceci, état actuel de l'art, avec beaucoup de mérite et d'excellence, de très grands travers. Peintre Friedrich, ces peintures pourraient tout aussi bien être regardées à l'envers, cul au-dessus de la tête. Tête en bas. Tête en bas, voilà. La colère de Goethe contre pareille chose. Comme elle s'est donné libre cours jadis, avec l'acte de casser des tableaux sur le coin de table et de tirer sur des livres. Avec un pistolet. Avec un pistolet. C'est probablement cette image, et non pas les innombrables dépictions d'un personnel en costume historique celte, qui assume pleinement la leçon de l'abstraction et du vide comme énergie de la représentation artistique, comprise dans les textes ossianiques et relevée pour la littérature par Herder. La vérité d'Ossian, c'est le moine au bord de la mer de Caspar David Friedrich. Et dans le jugement de la postérité, cette peinture a pu servir comme inauguration d'un art moderne. Des peintres comme Turner ne tarderont pas à s'engager dans une voie pareille. Ce que dit son titre, le titre de la peinture, fait référence à des manières de sentir romantiques. Ce qu'il montre par contre est la désolation monotone d'un, je cite, désert à queue sans limite. C'est ainsi que le poète Heinrich von Kleist commence sa description du tableau. Et c'est justement à Ossian que Kleist réfère la désolation et le mauvais infini de cette peinture. Kleist dit fameusement « La monotonie est telle qu'en le regardant, nous avons l'impression que nos paupières auraient été coupées. » C'est justement cette attaque aux yeux que Herder avait prévue une trentaine d'années plus tôt. Il s'agirait dans Ossian d'images, je cite, d'images qui se tiennent sauvages, insolites et incultes, couleurs se brisant crûment, non pas pour paître l'œil, mais pour l'attaquer. Par opposition à la simple métaphore de Herder, le poète Kleist a pourtant tout de suite compris les conséquences visuelles réelles de tels procédés nouveaux. Et comme dans le texte d'Ossian eux-mêmes, on peut supposer que c'est peut-être justement cette ambiance romantique, la mélancolie, les histoires d'amour et de mort qui ont préparé et fortifié le siècle à l'entrée dans la voie négative de l'abstraction. Le langage et la poésie agissent comme sages-femmes dans ce procès. Leur fonction est protractique. Au moyen du langage, la modernité naissante peut aisément se camoufler dans le pittoresque des situations ou la consolation des idées, sous lesquelles se prépare pourtant un art essentiellement non figuratif.
Au moyen du langage, les choses baignent dans un halo connotatif et ainsi la forme linguistique fait provision d'idées agréables pour l'esprit, l'aidant ainsi à s'engager dans cette voie. La belle femme, désintégrée par le langage en effet visuel partiel, comme le décrit Herd lors de la technique allusive d'Ossian, reste dans la pensée une idée intacte et agréable. Pourtant, dès que cette éloquence allusive et luxuriante du sens linguistique cesse, en passant de la profondeur du langage au soleil cru et plat du tableau et au finitisme de sa représentation, ce halo indulgent d'idées agréables et consolatrices disparaît. On ne voit que ce qui est peint explicitement et l'abstraction est réelle. Ossian fut une école, l'école de l'abstraction, une école écossaise située sur la périphérie la plus reculée de l'Europe. Quand la tâche était d'inaugurer un art moderne, les formes et les canons traditionnels de l'art classique, puisés souvent aveuglément dans l'art grec, durent être écartés. En Allemagne, c'est essentiellement cette opération-là qui s'accomplit sous le masque barbu d'Ossian. Je vous remercie.